Les hôpitaux, tous les hivers, ils sont plus ou moins débordés, les hôpitaux français. Hein, Mais pourquoi on nous parle de seconde vague, alors? C'est quoi? C'est de la manip? C'est quoi? Oui, c'est de la manip, oui, c'est de la manip. Mais avec quel objectif? Mais l'objectif, c'est de créer une peur, de créer un sort de contrôle social de la population, quoi. Voilà, parce que la crise, elle va être extrêmement grave. Il faut se rappeler qu'on a eu les gilets jaunes pour une augmentation de quelques centimes sur le prix du carburant. Bon, là, on va avoir presque 1 million de chômeurs en plus. Ça peut vraiment exploser. Et le fait de maintenir le couvre-feu et de créer cette peur diffuse, de dire cette peur, vous risquez de tomber malade et de mourir, alors de ne pas nous embêter avec le pouvoir d'achat et l'emploi, voilà, c'est une façon de mettre une chape de plomb sur la population. Il n'y a jamais eu ce temps démocratique à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que le Conseil des ministres, au fond, est mis de côté pour un Conseil de défense qui n'est absolument pas le reflet d'une démocratie vivante et équilibrée. Les citoyens qui nous contactent quotidiennement n'ont plus confiance dans ce gouvernement. Ça fait depuis 25 ans. On a réduit toutes les capacités. On a diminué de 60 000 lits les capacités d'accueil à l'hôpital. Si on autorisait les médecins de première ligne avant l'hôpital, les médecins généralistes, à faire ce qu'ils savent, c'est-à-dire accompagner les patients et les soigner de façon précoce, on soulagerait aujourd'hui l'activité à l'hôpital. Nous avons besoin effectivement que les patients puissent être pris en charge à domicile de manière précoce. Malheureusement, nous manquons de médecins, de médecins de terrain, de médecins généralistes. Dans de nombreuses régions, en particulier dans mon département en Seine-Saint-Denis, nous n'avons pas assez de médecins généralistes. Donc malheureusement, des patients arrivent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas eu accès à un médecin. Aujourd'hui, et très solennellement, j'aimerais dénoncer quelque chose. C'est-à-dire que nos confrères qui soignent leurs patients, qui même simplement renforcent les immunités de façon très simple avec de la vitamine D, du zinc, aujourd'hui sont convoqués devant l'ordre des médecins. Je pense qu'il y a eu une véritable ingénierie sociale globale de la part de ce gouvernement. Et c'est presque la seule chose qu'ils ont, c'est la seule chose qu'ils ont réussi, au fond, c'est à foutre la trouille à tout le monde. Mais cette stratégie de la peur, elle va s'arrêter. Parce que ce dont on n'a pas encore parlé, ce sont les répercussions économiques et sociales qui sont absolument terribles. On avait 10 millions de pauvres en France, on est en train d'aller vers le million supplémentaire et on sait que dans toutes ces personnes qui sont les plus pauvres, 50% ce sont des personnes qui ont moins de 30 ans, donc c'est absolument catastrophique. Aujourd'hui, on a le collectif des pendus avec des restaurateurs et des commerçants qui savent qu'ils vont mettre la clé sous la porte. Et ça, c'est absolument terrible. On a toutes les filières de spectacle. On a à peu près, je ne sais pas, je crois qu'il y a une 60aine de théâtres à l'heure où on se parle, qui sont occupés. Mais tout à l'heure, vous citiez Bachelot, alors on ne va pas se tromper, oui en effet, mais que fait la ministre Bachelot pour entendre le cri de toutes ces filières du spectacle du vivant qui n'arrivent plus à survivre? Véritablement, ce qui est effrayant, c'est que les plus maltraités sont quand même la jeunesse, les jeunes étudiants, les apprentis, les jeunes adultes, et notre avenir. Enfin, l'avenir de la France, et il me semble inconcevable. Bonjour, docteur Adair. Bonjour, André Berkoff. C'est un plaisir Bonjour, de vous êtes retrouver. Mais écoutez, c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes ancien pharmacien, vous êtes auteur de plusieurs études sur les médicaments. D'ailleurs, on va vous recevoir beaucoup plus longuement pour parler de vaccins, oui ou non, aux éditions Talma, que vous avez publié. Mais Et sur le coût aussi du médicament en France, qui est scandaleux. D'ailleurs, il y a une récente étude sortie par le professeur Bégaud qui confirme toutes les données que j'ai déjà fournies il y a 5 ans maintenant. On a reçu le professeur Bégaud pour son livre, justement, sur les médicaments. Le mien disait la même chose il y a 5 ans.
Ouais, ben oui, c'est une chose qui continue. Mais je voudrais aujourd'hui, on va reparler de tout cela la semaine prochaine, Serge Rader, mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de cette histoire qu'on a vue comme ça, hein, dans les réseaux, on n'a pas tellement parlé de tout ça, mais je voudrais que vous me disiez exactement ce que c'est. Il paraîtrait depuis le 29 mars en EHPAD, les médecins peuvent prescrire la spécialité Rivotril sous forme injectable aux patients atteints ou susceptibles d'être atteints du coronavirus. C'est-à-dire, ils peuvent la prescrire, alors il dit c'est accessible à tout médecin dans sa forme injectable, je dis bien dans sa forme injectable, ayant pour objectif la prise en charge palliative des patients confrontés à un état asphyxique et ne pouvant être admis en réanimation ou pour lesquels une décision de limitation de traitement actif a été prise. Traduisez, s'il vous plaît, M. Rader. Eh bien, c'est tout à fait exact. Il y a un décret qui porte le numéro 360 du 28 mars, qui est paru au JO du 29 mars, qui donc permet, d'ailleurs à ce titre, j'ai contacté un responsable de 3 EHPAD à 60 km au nord de Paris, et qui me l'a bien confirmé. Ce décret permet de délivrer du Rivotril. Je vous rappelle que le Rivotril est un anti-épileptique, donc qui va servir de sédation parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux, et donc il faut bien traiter le mal-être et la déficience respiratoire des malades. Donc en fait on les achève, quoi. Hein. Les achève par voie injectable. Donc c'est tout à fait scandaleux. Hein. Tout ça parce qu'il n'y a plus de place. Je vois ces EHPAD sont à 60 km au nord de Paris. Eh bien on les aiguille. Plutôt que sur Compiègne, on les aiguille jusqu'à Saint-Quentin dans le nord de l'Aisne, vous imaginez. Donc il y a un manque, comme vous l'avez cité sur les masques, de respirateurs, etc. Il y a un manque de place, ce qui fait que pour soulager les maisons, les EHPAD respiratoire, on va injecter du Rivotril en nord à MM. Hein, je précise bien que cette autorisation donnée par décret est valable que jusqu'au 15 avril. D'accord ? Alors ce qui est hallucinant, c'est que on a accès à cette benzodiazépine, qui crée une dépression respiratoire aussi, et que on ne fournit pas. J'ai encore fait le tour des pharmacies parisiennes ce matin. On ne fournit pas le plaquenil dans les pharmacies, Bill Gates. Dans le choléra en Haïti, a voulu imposer une stratégie vaccinale. Sa fondation. C'est lui-même. Enfin, l'avantage d'une fondation, c'est qu'il n'y a pas de comité d'entreprise. Enfin, c'est encore plus, c'est plus de pouvoir. C'est vraiment lui-même, c'est vraiment son truc. L'idée. Alors, Bill Gates sur le vaccin choléra, d'abord. Via un fonds d'investissement avec la Morgan Chase Bank, il possède des usines de vaccins en Corée qui font un vaccin pour le choléra. En 2016, il y a eu un gros cyclone en Haïti et ce vaccin, c'est un vaccin qui venait tout juste d'être préqualifié par l'OMS, mais Bill Gates quand même finance la Global Task Force for Cholera Control. Je sais, j'en fais partie. Pas de Bill Gates, mais de la Global Task Force. Donc je vois bien que les choses se font comme ça. Bill Gates est le partenaire aussi, le premier partenaire privé dans le Gavi, c'est un fonds mondial pour la vaccination. J'ai la lettre il écrit à la ministre de la Santé en disant on donne 10 millions pour ça. Et il pousse pour une campagne de vaccination. Évidemment, entre-temps, le choléra s'arrête. Pour continuer à pousser la campagne de vaccination, il finance des équipes de recherche pour faire de la modélisation, pour dire que la seule manière d'obtenir l'élimination du choléra en Haïti, c'est de faire une grande campagne de vaccination. Et ces équipes-là oublient de dire qu'il n'y a plus de choléra en Haïti. Ils ont publié ça dans une des revues du Lancet, et nous avons fait une lettre de réponse très récemment. Donc il y a quand même des choses... Donc là, en face de moi, j'ai le spécialiste mondial du choléra qui me balance assis tranquillement sur sa chaise. En gros, ils avaient du vaccin, ils ont financé des études pour écluser leur vaccin. Non, ils veulent
créer un marché du vaccin.